Non, on est dans ce système et on n'y changera rien. La question ne se pose pas de savoir s'il faut introduire le numérique ou pas à l'école. Le système est en train de changer et dans ce système, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a l'électricité ou autre. Dans ce nouveau système technique, il y a tous les réseaux, les ordinateurs, les images numériques, etc., etc. Et on le vit, et on vit cette transformation et qui a des incidences extraordinaires dans tous les sens du terme, sur notre quotidien. Tout à l'heure, quand on était dans la cour, dans le hall, on voyait que sur un groupe de 5 élèves, il y en avait toujours 3 ou 4 qui avaient un téléphone dans la main en train de le regarder. C'est pas rien, quand même. Il y a 10 ans, c'était totalement impensable, on n'y réfléchissait même pas. Donc, révolution de l'économie, vous la voyez avec les grands acteurs de l'économie, révolution de l'accès à la connaissance, bon, tout ce qu'on dit sans arrêt et que vous connaissez parfaitement. L'école, à ce niveau-là, elle est au centre de cette transformation, parce qu'elle prépare... L'école, elle a 2 fonctions. Elle a une fonction qui c'est de transmettre les traditions, c'est important, c'est de savoir d'où on vient, etc. Et une fonction, c'est d'imaginer l'avenir. Donc c'est central, hein. C'est vous qui allez imaginer l'avenir, c'est plus nous. Hein. Donc, et ça, c'est assez complexe comme phénomène. Donc, l'éducation aux médias et à l'information, elle est au cœur de cette problématique-là. Elle traite de 3 sujets. Prendre du recul par rapport à la transmission de l'information, avoir les moyens, et ça c'est vrai depuis Condorcet, c'est donner à tous les jeunes les moyens intellectuels de pouvoir être des acteurs de la société. Et c'est pour ça que votre réflexion m'interpelle un petit peu. Il faut être acteur, pour être acteur, il faut avoir des connaissances. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une société qu'il faut transmettre les valeurs de cette société. Il y a un certain nombre de valeurs, et on l'a vu dernièrement, qu'elles étaient mises à mal. Donc dans l'éducation aux médias, il y a ce contexte essentiel qui est la transmission des valeurs de la République, l'égalité, fraternité, liberté. Troisième point, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder ces questions sans être soi-même créatif. Pour comprendre les codes, il faut créer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre de l'extérieur, il faut être dedans. Et c'est un peu tous les sujets que l'on vit actuellement avec le numérique. Le numérique perturbe totalement le système éducatif. Un des points dans lequel il perturbe, c'est toute la gestion administrative. Vous avez dû remplir un PB, un FEDNET, etc. dans votre scolarité. Vous avez probablement regardé les débats qu'il y a à côté aujourd'hui sur la question des algorithmes. Donc, dans l'éducation aux médias aussi, il y a une critique de ces algorithmes. C'est-à-dire de comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas simplement pour moi des images ou des écrans, c'est comprendre tout ce système et prendre une distanciation par rapport à ce système. Il y a évidemment des questions sur les contenus d'apprentissage et la pédagogie. C'est est-ce qu'on peut continuer à enseigner ce qu'on enseignait jusqu'à maintenant? Comment ça doit évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux champs qui doivent s'ouvrir? L'éducation aux médias et à l'information est un de ces nouveaux champs dont il faut s'emparer. Et on voit que le système a du mal à s'emparer. Qui l'enseigne? Est-ce que ce sont des disciplines scolaires? Comment ça s'organise dans un établissement scolaire? Pas du tout évident. Hein. Il y a eu là un point qui est très important, me semble-t-il, c'est que c'est inscrit dans la loi depuis 2013. Ça paraît une petite chose, mais à un moment donné, le législateur dit l'éducation aux médias et l'information est une des fonctions de l'école. Et puis, troisième point, il y a la pédagogie. Et là, on l'a vu avec le recteur Montel, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Vous voyez un élève qui disait il ne faut pas s'occuper du numérique. Je trouvais ça assez intéressant. Ça ne se pose pas. Mais les impacts du numérique sur notre pédagogie, à ce jour, on ne les connaît très peu. On sent qu'il y a des potentiels sur l'aspect ludique, parce qu'il y a eu des études en neurosciences, etc. On sent que sur la gestion des cours, sur les parcours individuels d'élèves, il y a des ouvertures, ça paraît évident. Mais on voit très bien comment ça pourrait être inversé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une pédagogie numérique qui soit hyper rationnelle, qui soit coercitive, etc., etc., pour répondre à votre question. Donc il faut être attentif à ce qui se passe et voir comment on peut investir, c'est un peu mon credo aujourd'hui, c'est comment on peut investir les algorithmes en général, dire qu'est-ce qui se passe dans la machine pour y mettre de l'humanité. Et ça, c'est très compliqué. C'est comment on peut avoir une action pour que, prendre des exemples, aujourd'hui des grandes entreprises, c'est assez intéressant, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne citerai pas de nom, ils vous donnent comme information, ils analysent vos profils et ils vous donnent comme information ce que vous souhaitez avoir comme information. C'est-à-dire qu'ils vous enferment dans un système de pensée, donc vous ne recevez que les informations qui correspondent à votre profil.
L'ouverture, la sérendipité, comme on dit, le hasard, petit à petit se réduit. Avoir une distanciation par rapport à ça. Quand on rentrait dans une librairie, il y a des livres, tout d'un coup le regard peut être attiré sur un livre qu'on n'a pas choisi. Là, on s'enferme dans un système dans lequel vous allez avoir que ce que vous attendez, ou ce que certains pensent que vous attendez. Donc je pense qu'il faut investir, et ça c'est à vous de le faire, avoir les éléments pour le faire, d'avoir une distanciation critique par rapport à ça. Pour moi, ça c'est l'éducation aux médias et à l'information, afin d'analyser le système qui se met en place et pouvoir l'influencer. Et je trouve que ce qu'a dit Mémona là-dessus tout à l'heure est très important, c'est vous les acteurs. C'est pas quelque chose, il faut s'organiser pour répondre à ça et critiquer, et donc avoir une influence sur ces environnements techniques. Sinon, effectivement, c'est eux qui vont vous, disons, vous, entre guillemets, manipuler. Et ça, je pense que c'est relativement grave aujourd'hui. La balle est dans votre camp. Elle n'est probablement pas dans celle de l'institution. C'est à vous de réagir. Très bien. Merci, monsieur l'inspecteur. Vous parliez à juste titre de ce qui était fait dans des classes, avec les écrans, et puis cette réintroduction du numérique dans les classes. J'aimerais qu'on en profite pour diffuser le sujet qui illustre très bien votre propos sur ce que deux collègues, en tout cas, essayent de mettre en place ou mettent en place dans un cadre d'un français. Il y en a de partout dans le monde, on ne va pas pouvoir faire sans, malheureusement, jusqu'à un certain point. Il n'est pas question de passer de rien à tout. Est-ce qu'il y a un moyen d'intégrer de manière pertinente dans les cours où vous verriez, vous, que ça vous sert? Donc on est parti de cette idée des écrans, de la place qu'ils tenaient dans leur vie, de quelle forme prenaient les écrans, où est-ce qu'ils en trouvaient, et après comment on pouvait intégrer ça, encore une fois, dans un cours. Alors c'est une thématique par groupe qui va aller quand même avec une préoccupation, utiliser des contenus, des savoirs de l'enseignement du français pour voir justement comment ils apprennent à les maîtriser, à les manipuler en changeant de support. Est-ce que ça va les aider visuellement, encore une fois, de compléter la connaissance qu'on peut avoir par le langage, une définition, par exemple, des figures de style, des variations des points de vue. On doit illustrer les figures de style. Dans une vidéo, en fait, on va prendre quelques figures de style, on ne sait pas encore lesquelles, on va regarder et on doit les expliquer en animation, en vidéo. Ou avec des images en animation. On n'a pas encore réfléchi. Est-ce que ça va être aussi une source pour eux de motivation et d'inspiration de savoir que peut-être qu'ils doivent réaliser une mini-séquence vidéo sur une histoire? Est-ce que de travailler le script, est-ce que ça leur fait penser à plus de choses, ça leur fait mettre en œuvre plus de savoir et de savoir-faire? Ça les motive plus que s'il y a juste quelques pages à écrire. Ça arrivera toujours, mais ça peut aider à travailler. Jusqu'à, voilà, qu'est-ce qui peut nous gêner dans l'écran? Si on pense au français, vraiment ce qu'on a fait depuis le début de l'année, à quel moment vous auriez vu quelque chose de transposable? Nous, c'est pas notre génération, c'est pas ma génération. Eux, ils sont nés avec les écrans et je suis sûre qu'ils ont ça a déjà modifié la façon dont ils apprennent l'espace visuel de l'écran, avec des espaces visuels subdivisés qui sont autant de sources d'informations, alors que nous, on a été habitués à traiter dans cet écran visuel qu'une source d'information. On voudrait, par rapport à l'écran des jeux vidéo qui ont plein d'informations, on voudrait faire pareil pour un cours. Par exemple, il n'y a pas que les jeux vidéo, mais par exemple, il y a aussi les chaînes de télé, BFM TV ou d'autres choses, où on a par exemple une information globale et après autour on a d'autres informations et on voudrait faire pareil pour les cours. Le but, avouez, c'est qu'on arrive à voir si on peut en faire, dans une moindre mesure, même si c'est que la part congrue du cours, un outil pédagogique. Et après, comment on pouvait intégrer ça, encore une fois, dans un cours, et trouver peut-être entre aucun écran et tout sur l'écran, c'est ni l'un ni l'autre probablement, mais où on allait placer le curseur et de voir non seulement comment nous on pouvait l'utiliser, mais comment on pouvait les aider à les maîtriser de manière pertinente. Voilà. Connaissance a bien compris l'objectif donc de ce début de séance, qui est donc d'utiliser une captation, d'accord, donc un extrait de la mise en scène filmée des Bonnes, d'accord, une pièce donc de théâtre de Jean Genet, mise en scène par Jacques Vincé au Théâtre du Nord. Le but étant de déterminer un petit peu l'orientation, le sens et les effets de ces choix de mise en scène. Vous pouvez avoir le texte également sous les yeux, si vous voulez, l'extrait des Bonnes de Jean Genet.
séduire le laitier. Je vous hais. Oui, madame. Ma belle madame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle. Donc, le parti pris du maquillage, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous pouvez détailler un petit peu la façon dont elles sont maquillées? Qu'est-ce que ça évoque peut-être? Quel univers, quel registre? Oui. Le maquillage, il est accentué peut-être pour montrer que la servante, elle a le temps de se préparer, de se maquiller, non, la maîtresse, alors que la servante, elle doit obéir aux ordres, elle n'a pas forcément le temps de se préparer. Merci. Merci donc pour le sujet à Graziella et à Nathalie. Donc s'il y a des réactions à la salle, n'hésitez pas. Je vais répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, puisqu'on n'y a pas répondu. Vous savez, ce qui est très jouissif avec les écrans, c'est de prendre une batte de baseball et de les pulvériser. Prendre une batte de baseball et pulvériser les écrans, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. C'est quelque chose qui va aligner vos chakras. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je brutalise un tout petit peu l'atmosphère ou je l'attends un peu? Simplement parce qu'évidemment, il faut se saisir d'une image pour aussi comprendre qu'est-ce que c'est, ce que l'on souhaite ici dans ce colloque mettre en place, et à savoir traverser l'écran, ne pas simplement rester à la surface de l'écran. Et tout à l'heure, notre IG, Gilles Brault le disait, on ne peut pas comprendre les codes si on ne crée pas, si on ne passe pas à travers de l'autre côté du miroir. Et comprendre ces codes, c'est s'en emparer, c'est les recréer, se les approprier. Pour ça, évidemment, on a besoin d'outils. Et encore une fois, le reportage qu'on vient de voir sur Graziella et Nathalie montre à quel point les enseignants font ce qu'ils peuvent pour se saisir de ces outils qui ne sont pas forcément encore suffisamment popularisés ou démocratisés, mais on s'aperçoit qu'il y a véritablement une prise de conscience et un élan pour aller dans ce sens. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est, on l'a bien compris, ce qui nous réunit finalement tous, c'est la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'apprendre et apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est finalement relier trois paramètres essentiels qui sont la relation affective, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est-à-dire l'agir, et parachever une tâche, à réussir à avoir un produit qui est fini ou accompli. Si nos élèves, par le numérique, par l'audiovisuel, mais aussi par les moyens plus conventionnels, s'emparent et réussissent à jongler avec ces trois paramètres et les faire leur, alors on aura réussi notre propos, on aura réussi ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais passer la parole à Jean-Claude Lescure, qui justement est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette hiérarchisation peut-être et cette oscillation entre le verbe et l'image que l'on oppose trop souvent. Merci Raphaël. D'abord, je voudrais rendre hommage à Eliot dans sa prise de parole iconoclaste. C'est toujours difficile dans un amphithéâtre de prendre une parole comme cela et de poser des mots, ce qui est une belle réussite de pouvoir le faire. En effet, l'école, ça devrait être d'abord un lieu d'apprentissage de la liberté, de cette liberté d'expression, de cette liberté critique, un des points absolument clés écrits au fronton de nos établissements publics, mais également un des lieux d'affirmation de la liberté de la presse. On a évoqué tout à l'heure cette loi du 29 juillet 1881 qui fonde, et c'est l'une des plus vieilles lois de la République. Or, l'un des intérêts des écrans, c'est de pouvoir réfléchir en termes de compétences.
il n'y a pas de CAPES ou d'agrégation d'audiovisuel qui existe en France. Or, on a un découpage des matières, de vos temps d'enseignement scolaire, vous qui êtes élèves et qui subissez cela, qui est lié directement à un découpage par matière. C'est un héritage historique depuis le XIXe siècle. Or, on constate l'irruption depuis des années d'un certain nombre de choses qui sont totalement transversales. Et cette transversalité, entre autres, on le retrouve par le numérique, Gilles le signalait tout à l'heure, mais on le retrouve par les écrans. Du coup, ça vient percuter nos logiques d'organisation même de la transmission du savoir. Jusqu'il y a peu, transmettre du savoir, c'est le prof qui parle. Moi, je fais ça en amphi, à l'IEP ou ailleurs. Et j'ai des élèves qui sont totalement silencieux. C'est catastrophique. On est dans la conception napoléonienne du savoir et de l'université, à l'inverse de la conception allemande ou de la conception britannique et américaine, où depuis très longtemps, ils pratiquent ce qu'aujourd'hui on appelle en France la classe inversée. Alors, ce type de choses, dans le cadre de la télévision, ça veut dire, et dans le cadre des écrans, ça veut dire la possibilité d'avoir un certain nombre de compétences. Compétences, si on parle de l'image, on parle immédiatement de la liberté d'informer, la loi de 1881 sur la presse. Compétences, c'est mettre les étudiants en situation de faire. Or, vous savez que dans nos lycées, on a une division très forte entre les lycées d'enseignement généraux, où les bons élèves ont été dressés par le système, et bien dressés, à se taire et à écouter et à prendre des notes et à gratter jusqu'aux classes de terminale. Moi, quand je les récupère à la fac, au mieux, ils ont fait depuis peu les exposés des TPE, grand progrès pédagogique, hein, mais ils ont fait un exposé dans leur scolarité. Notre premier travail, quand on les récupère dans un IEP, dans les conférences de méthode, c'est de leur apprendre à prendre la parole, et ils sont totalement désarçonnés quand on leur redonne les clés pour s'emparer de cela. Et il faut mettre au point un certain nombre de dispositifs pour que cette liberté d'expression revienne. Compétence transversale, ça veut dire faire des choses. Or, faire des choses, eh bien, ça nous renvoie au lycée technologique, ça nous renvoie au lycée professionnel, loin du lycée d'enseignement général, où on ne demande pas aux étudiants de faire, sinon faire des exercices, mais pas être en situation, comme Georges Ferpach l'a suggéré il y a maintenant 15 ans avec la main à la pâte, où on met en situation d'expérimentation les élèves, et on sort d'un cadre qui est confortable, mais qui est un cadre en même temps très normatif. La transmission du savoir dans nos lycées, dans nos collèges, c'est un prof, une salle, un tableau, un groupe d'élèves, point. En sortir, c'est compliqué. Ça se fait, mais c'est compliqué, c'est pédagogiquement difficile, et puis c'est quand même plus simple d'être dans ce cadre rassurant. Alors, quelles sont les compétences transversales qu'à partir d'un usage de la télévision, d'un usage de la caméra, des petites caméras numériques, là où vous avez encore des grosses caméras, maintenant on a des choses qui tiennent dans la main et qui coûtent un petit peu cher, mais quand même pas très cher. Quelles sont les choses qu'on peut en faire ? Bien, d'abord, être face à la caméra, ça veut dire se voir et s'entendre. On le sait, dès qu'on met un étudiant face à la caméra, c'est très compliqué. Se voir et s'entendre, ne serait-ce que pendant 2 minutes pour faire un exposé, ça veut dire derrière que l'enseignant doit repasser pour faire du coaching, de l'accompagnement, pour débriefer justement ce comportement face à l'image. C'est traumatisant de se voir une première fois à l'écran, ça veut dire un accompagnement quand en plus on est ado et que l'image de soi elle est quand même un petit peu compliquée à gérer, on a des boutons partout, enfin bref, c'est dur. Et donc compétence là qui peut fonctionner autour de ça, dont on aura besoin ensuite quand vous vous retrouvez en situation d'employabilité, en situation de discuter, de vous présenter, etc. Compétence d'autre part, apprendre à placer votre voix. L'une des difficultés que l'on a, comme vous êtes des étudiants, sinon morts, mais en tout cas des élèves silencieux bien souvent, c'est d'apprendre à prendre la parole. Et de poser sa voix sans s'énerver, sans s'exciter, de dire des choses. Et l'utilisation, là, pour tous les étudiants, tous les élèves, en dehors de ceux qui sont dans les options audiovisuelles, c'est bien évidemment d'apprendre cet exercice-là. Et moi, j'ai été ravi quand Gilles m'a expliqué ce qu'il faisait avec Raphaël, que l'accès aux studios de télé, à un certain nombre d'exercices, était possible à des étudiants, à des élèves pour faire les TPE. Il faut généraliser ce genre de choses.
10 minutes d'un élève dans une scolarité face à une caméra et après un débriefing, vous gagnez un temps pédagogique extraordinaire sur une image de soi, une capacité à s'exprimer en public. Mais c'est un peu consommateur de temps, parce que faire du débriefing, c'est de l'accompagnement, mais enfin c'est notre cœur de métier quand même, cet accompagnement, et là il faut faire confiance aux acteurs que sont les profs. S'ils font ce boulot, c'est parce qu'ils aiment aussi les élèves en règle générale, et pas simplement leur matière. Donc il y a là tout un travail de compétences transverses qui émerge. C'est également, au-delà de cette image de soi, la capacité d'avoir une aptitude à convaincre. Quand on est face à une caméra, quand on est face à un public, on prend la parole pour dire des choses et pour convaincre. Là, on rentre dans un élément de l'argumentaire. Ça rejoint ce que vous faites dans les exercices de français, dans les exercices de dissertation. On ne fait plus de discours ou de rhétorique comme dans les lycées du 19e siècle, mais il n'empêche que ça reste clé. Quand on est dans une entreprise, c'est un des éléments où on a quelques minutes pour convaincre ses partenaires de la validité de son point de vue ou du type de responsabilité qu'on entend développer là. Et puis au-delà, un des éléments qui pose un problème terrible en France, c'est le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est quelque chose, c'est le quotidien dans les entreprises. C'est le quotidien dès qu'on veut faire un film, dès qu'on veut faire un reportage, dès qu'on veut faire un documentaire. À la fac, on ne fait jamais ça. Il n'y a pas de travail en équipe, donc on n'apprend pas aux futurs profs à travailler en équipe. Ils vont se retrouver après en salle des profs où chacun a fait 5 ans d'histoire, 5 ans de philo, 5 ans de maths, etc. Ils ne sont jamais rencontrés. Ils se retrouvent, après les formations et après les concours, à devoir réinventer un certain nombre de choses, d'où tout le travail d'accompagnement des corps d'inspection pour favoriser et décloisonner ce genre de choses. Mais lorsqu'on est au collège et au lycée, mis à part au moment du TPE, vous êtes 3 ou 4 pour faire un exercice, vous êtes évalué de toute façon individuellement, vous êtes évalué sur vos productions propres et on ne vous apprend pas à travailler ensemble et surtout à co-développer des projets. Parce que le co-développement, c'est un des éléments, on est plus intelligent en groupe que lorsqu'on est tout seul. Mais ça veut dire apprendre à s'écouter, ça veut dire apprendre à prendre en compte le point de vue de l'autre et construire quelque chose qui est derrière. Alors ça, on le fait un peu à l'intérieur des universités depuis quelques années, on bouge sur ce type de projet, c'est compliqué, à l'intérieur des lycées, ça se fait, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on a un média transversal comme un studio de télé, vous avez l'outil parfait pour vous lancer dans ce genre de choses. Et on ne pourrait qu'appeler à la généralisation, non pas de studio de télé par établissement, ça coûte trop cher, mais d'avoir 2, 3 petites unités de tournage, une caméra, ça coûte 1 500 €, un banc de montage avec un ordinateur, pas plus, et dans un collège ou dans un lycée, on pourrait très bien avoir des ateliers comme cela. Alors, en disant ça, je sais que je prêche dans le désert, hein. On a le théâtre, qui est un outil formidable de réalisation, qui a quasiment complètement disparu des établissements pour plein de raisons qu'on pourrait expliciter, mais on a des outils comme cela qui permettraient de sortir de simplement d'une parole, non pas confisquée, mais attribuée par compétence aux profs, et du coup des étudiants ou des élèves auxquels on ne va pas restituer la parole. Je m'arrête là. Je vous restitue la parole. Merci Jean-Claude. Je vais passer le micro. Merci pour cette brillante intervention. Bonjour à tous. Je vais prendre la parole, j'espère ne pas être trop longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai été très attentive depuis ce matin. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous pour remarquer la prise le contrôle sur soi d'Eliott pour avoir pris la parole, mais c'est aussi parce que c'est un acteur de Géraldine théâtre. Baron, professeur d'anglais au lycée. Donc c'est un acteur de théâtre et c'est peut-être ce qui l'a aidé à prendre la parole aujourd'hui. Et puis en cours, il a des professeurs qui lui demandent régulièrement de travailler en groupe et de prendre la parole devant la salle aussi. Donc c'est certainement des données qui ont aidé Eliott à prendre la parole aujourd'hui. Parce que là, l'école que vous venez de décrire, moi je ne m'y reconnais pas du tout. Pour moi, ce n'est pas l'école que ces jeunes-là vivent au quotidien. J'aurais aimé que ce soit eux qui le disent, mais comme je pense qu'ils ont un peu le trouillomètre à zéro, je vais le faire. Le travail en groupe, c'est difficile. Bah ouais, quand on a 2 copains sur 4 qui ont un peu de mal à s'y mettre, etc., et qu'on se partage le travail, et qu'il faut le rendre en temps limité, et ben ouais, c'est pas facile. Et pourtant, c'est ce qui se fait au quotidien au lycée Léonard de Vinci. Donc moi, ce que vous venez de décrire, et sur les étudiants que vous récupérez en post-bac, je comprends pas.
la classe inversée qui existe aux États-Unis et en Amérique, enfin aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans les cours de langue, parce que bon, du coup, vous l'aurez compris, je suis professeur de langue, ça fait des années qu'on y travaille, qu'on y réfléchit. Et vraiment, je suis étonnée que tout ça se soit avancé comme des choses inatteignables, dans la mesure où en fait c'est le quotidien. Après, il y a autre chose qui m'interpelle depuis ce matin. On parle beaucoup des écrans, on parle beaucoup des élèves, on parle beaucoup de l'institution, on n'a pas beaucoup parlé des professeurs. Il y a un MOOC, effectivement, que Madame le recteur auquel elle a fait référence tout à l'heure, dont j'ai eu la connaissance par un mail de mon inspecteur, et auquel j'aimerais beaucoup m'inscrire. Cependant, on est averti quand on va pour faire l'inscription en tant qu'enseignant que de s'inscrire à ce MOOC, ce sera quand même un engagement d'à peu près entre 1 et 5 heures de travail par semaine. Ben ouais, mais ça, voilà, ça c'est des choses qui arrêtent un petit peu. Alors les inscriptions sont ouvertes jusqu'en décembre, hein, donc j'ai pas encore tout à fait renoncé. Mais de la même manière, une formation à l'IFE sur les médias croisés, j'y suis allée, hein, c'était le 30 août. Une formation sur la mutualisation des pratiques en langue vivante, donc ça aussi, c'est de l'ordre du numérique et du travail en équipe. Ce seront des mercredis, parce que comme ça, on perd moins de temps devant les élèves. Finalement, si le temps qu'on leur donne, c'est du cours magistral, finalement, on ferait mieux d'aller faire des formations, hein, pour arrêter de faire ça. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des choses. L'éducation aux médias, c'est bien. L'éducation, ça tourne aussi quand même avec des professeurs. Et les professeurs, il faut aussi les former. Parce que comme le disait Gradiela dans un document qui a été projeté, on se fait rattraper par le temps. Les enseignants qui sont en classe aujourd'hui, qui ont 40, 45 ans, et qui ne sont pas de la même génération que nos élèves, s'ils veulent se mettre à la page, ils dorment pas la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se bouger et il faut acquérir des connaissances et des compétences dont vous parlez, et vous parlez de la transmission de ces compétences aux élèves. Il faudrait peut-être que les enseignants aussi les aient, ces compétences. Ça, je trouve que c'est un sujet aussi qu'il faudrait qu'on discute. Voilà, après, décharger le cerveau du savoir pour le rendre disponible à la pensée méditante, moi je suis d'accord, hein, mais il faut aussi qu'on travaille sur la capacité d'attention. Dans ce cas-là. Je vous remercie. Merci Géraldine. Merci Géraldine pour cette intervention. Et, tu as raison de souligner qu'on a toujours besoin d'avoir un contrepoint si on veut avoir l'opportunité d'atteindre un minimum de vérité. Il faut élargir notre champ, ce que tu as très bien fait. Puisque tu as suggéré cette idée de formation des enseignants, et elle était aussi en préambule dans le propos de Jean-Claude Lescure, à savoir l'absence de ce CAPES et de cette agrégation de cinéma audiovisuel, voire des technologies de l'image. C'est quelque chose évidemment qui est encore un vaste projet, mais je pense qu'on peut déjà travailler, tu le disais, ça risque de nous prendre beaucoup de temps, mais on le fait déjà à notre modeste niveau sur la capacité de pouvoir transmettre et de pouvoir maîtriser autant que faire se peut ces enseignements.